Tu nous dis, Jordan, quand on est en direct, ça dure 1 heure, 1 heure et demie max. Bonjour, bonsoir, nous sommes en direct, ça y est, le live a commencé et nous sommes en direct avec, regardez, Élodie, Virginie, Audrey, Aurélie, Kimi, Claire, Ophélie et tous les autres que je salue bien bas. Bonjour. Bonjour. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Séverine, Aurélia et, prénom rare, Evie, qui sont 3 des 5 auteurs de ce livre extraordinaire que j'ai découvert avec intérêt et plaisir, qui s'appelle « Enseigner en classe flexible » et dont nous allons parler ce soir. Jordan est là aussi, qui me donne la petite sonnerie qui me permettra de l'appeler au secours si vous trouvez qu'on ne parle pas assez fort, que vous ne nous entendez pas ou qu'il y a le moindre problème. Donc n'hésitez pas à me le signaler. Grâce à ce petit appareil, je suis avec vous et je vais pouvoir surtout transmettre à nos invités vos questions. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités sur la classe flexible et sur l'enseignement flexible. On va voir après, vous allez nous expliquer de toute façon. Il y a 3 livres à gagner, je le dis tout de suite, pour m'en débarrasser pendant que j'y pense, parce que ça vaut carrément le coup. 3 exemplaires de ce livre sont généreusement offerts par nos amis des éditions Retz. Et donc vous aurez dans le chat tout ce qu'il faut pour participer à ce jeu concours. Et sans plus attendre, je vous propose de faire connaissance. Et est-ce que je peux vous demander d'abord de nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce qui vous a amené, peut-être pas tout de suite à écrire ce livre, mais déjà à devenir PE. Vous êtes toutes les 3 PE? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors on y va, Séverine? Voilà, Séverine, donc avec Evie et Aurélia, donc ça fait 3 ans qu'on est dans la même école, mais c'est vrai que ça fait quand même déjà 10 ans que je suis enseignante. Et au départ, c'est vrai que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et une année, j'ai fait un stage en fait pendant que je faisais une licence et je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire. J'adore être avec les enfants, leur donner des savoirs, pouvoir réfléchir à des façons de faire pour qu'ils puissent tous réussir. Donc tu étais en licence, c'est peut-être intéressant. Il y en a peut-être qui ne savent pas ça. Voilà. On peut faire des stages d'observation. Alors c'est c'était ça? il y a un petit peu de temps, donc je sais pas si c'est encore comme ça. Mais en fait, c'était une licence de biologie avec une option métier d'enseignement, ce qui nous permettait en fait en 3e année de licence de pouvoir faire des stages pour voir un petit peu ce qui allait nous plaire. Et du coup, je me suis lancée après là-dedans. Et donc tu as passé le CRPE. Voilà. Et tu as été nommée, on peut savoir où? Près de chez moi, à Yutz. Yutz, en Moselle. En Moselle, d'accord. Voilà. Très bien. Et donc, Séverine, tu es PE depuis une dizaine d'années. Voilà. Ok. On continue sur les présentations, Aurélia? Alors, Aurélia, donc j'enseigne en CP dans l'école des 2 Miss là et de 2 autres Miss avec qui on a écrit le livre et qui ne peuvent pas être là ce soir. Un son. Et donc moi, j'ai toujours voulu être enseignante depuis toute petite, donc j'ai fait toutes mes études en fonction de ça. Contrairement à Séverine, c'était une vocation précoce et affirmée. C'est ça. Et j'ai eu le concours 1 an après Madame. Et depuis, j'ai occupé différents postes, de la SECPA, de la direction, de la classe unique. Tu as dit la SECPA, j'ai bien entendu. Voilà. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une SECPA, tu peux... c'est des sections d'enseignement général pour les élèves avec des reconnaissances de handicap qui se trouvent dans les collèges. Et donc, c'est des élèves en grande difficulté. D'accord. Et donc, du coup, voilà, au départ, je ne savais pas que je pouvais être nommée en collège. Donc, j'ai eu la surprise de me retrouver là-bas. Et ça a été très, très formateur. Et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Ça a beaucoup servi pour écrire l'ouvrage d'enseignant en classe flexible. Donc, tu n'es plus aujourd'hui en SECPA? Non. Mais ça t'a beaucoup... Oui, c'est une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Le spécialisé, de toute façon, je pense, nous a toutes servi aussi. On a beaucoup appris à spécialiser dans le métier. Oui, voilà. D'accord.
Et puis maintenant, je me retrouve voilà, ici avec mes collègues. Avec tes collègues à qui tu as écrit ce livre et avec Evie également. Oui. Tu veux nous dire, Evie, en quelques mots ton parcours? Oui, alors moi, ça fait 6-7 ans aussi que je suis enseignante. Je savais que je voulais être enseignante, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui fait rêver les parents. Ah, tes parents t'es pas emballé Non, par, ça, ton projet. voilà, ça dépend, mais en tout cas, on m'a dit d'aller voir ailleurs, en tout cas pour être sûre de ma décision. Donc j'ai fait des classes prépa, je suis passée par la fac après, derrière, parce que moi je savais que je voulais être enseignante. Et puis bon, enfin, ensuite le master qui ne s'appelle peut-être plus comme ça, d'enseignement, et puis le concours, et voilà. Comme Aurélia, je suis passée par de la SECPA, donc de l'enseignement adapté, quand même assez courant chez les jeunes, souvent, chez les jeunes enseignants, le collège, l'enseignement adapté en collège, c'est quelque chose qui est assez courant. Ça a été tout aussi formateur que toi, de devoir s'adapter à d'autres publics, à quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et j'ai eu mon premier poste en élémentaire en Moselle, à Florange, et on s'est retrouvés là-bas. Donc moi, j'étais en cycle 2. Et depuis, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a eu un besoin de changement. D'accord. Je peux juste donner un mot Bien sur les sûr. 2 autres personnes qui sont Absolument, j'allais te le demander parce qu'il y a Voilà. 5 auteurs, c'est des collègues aussi de la même école. Oui. Et en fait, D'accord. ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement une collègue qui est dans le spécialisé, donc qui travaille en ULIS, Mhm. donc en classe pour élèves handicapés inclus dans l'école. Donc, la différence entre une SECPA et l'ULIS. Alors l'ULIS a une reconnaissance du handicap Ouais. que Mhm. n'ont pas forcément pas les toujours élèves de les élèves de SECPA. Et l'ULIS, alors il y a ULIS collège et ULIS école. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est une collègue d'ULIS école. Et c'est généralement des élèves avec plus de difficultés ou un handicap plus lourd qu'en SECPA. D'accord. Donc ça, c'est la 4e. Voilà, donc ça a été intéressant, comme Il y a on disait, parfois d'avoir de... dans le bouquin, regardez comme je suis fort. Oui, c'est moi l'ULIS, voilà. Incroyable. Je vous montre le mot, je ne sais pas si ça fait le point, voilà, le mot de l'ULIS. Voilà, Adeline a mis des mots de l'ULIS. Ouais. Et on a une 5e collègue qui, elle, était plus jeune enseignante, mais qui s'est intégrée dans la même démarche que nous. Tout de suite. Donc ça permet d'avoir des profils d'auteurs différents et de croiser les regards. C'est ça super qui est intéressant. Et après, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander ce que c'est que la classe flexible, etc. Mais juste, c'est incroyable cette école. Est-ce que On a eu une enfin, chance on a incroyable eu- de se retrouver au même endroit, au même vous moment. avez, en fait. il y a Enfin, 5 c'était- professeurs des écoles qui travaillent dans le même esprit et qui sont peut-être, j'imagine, encouragés à le faire par la direction ou... Ah ouais. Oui, Parce oui, qu'il y a oui. nous 5, mais il y a aussi notre équipe autour qui est au top du top. Notre directrice, D'accord. Voilà. on l'aime très fort. Donc c'est une école flexible. Pas forcément. Pas Non, forcément. tous les collègues ne fonctionnent pas comme ça, non. D'accord. Mais il y a une bonne proportion. Enfin, en tout cas, au niveau du cycle 2, donc CP, CE1, CE2, on a une majorité de collègues qui fonctionnent comme ça. D'accord. Voilà. Et puis tout le monde est bienveillant en fait. Chacun peut évoluer dans la pratique qui lui convient avec bienveillance par rapport aux autres. Et c'est Voilà. c'est Même ce les qui est collègues de intéressant. cycle 3 qui ne font pas de classe flexible font énormément de différenciation, travaillent par atelier, par groupe. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans notre école. D'accord. Alors, tout va bien. J'ai l'impression que on nous reçoit à peu près. Il y a eu au début des gens qui nous recevaient pas très bien. Donc, dites-moi si c'est bien rentré dans l'ordre. Dites-moi s'il vous plaît si vous nous entendez correctement. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour, par exemple, Christophe, qui est en reconversion professionnelle et qui, à 44 ans, va tenter le CRPE en 2020. Je vous dis un peu qui... Bah, bon courage. Nous invite. On croise les doigts. On a Ophélie, on a Sabrina, on a Saint-Trib qui pratique depuis 1 an et qui est convaincu du système malgré les parents et certains de ses collègues. Et quelques... voilà, non, j'ai l'impression que tout est OK, en tout cas pour Vanessa, pour Saint-Trib, pour Barbara, pour Aurélie. Donc tout va bien. Je respire, on est tributaire évidemment de la qualité de ce live qui se déroule sur Facebook ce soir.
Mais on va pouvoir entrer, je vous propose, dans le vif du sujet, puisque ce livre s'appelle « Enseigner en classe flexible ». J'ai envie de vous poser une question bien bateau pour commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une classe flexible? Il y a de très bonnes définitions dans le bouquin. Laquelle de vous veut se lancer dans un effort synthétique de définition de la classe flexible? Enfin, voilà, c'est pas Evie, alors du coup, si on veut une synthèse, pas moi la c'est pas synthèse. Evie. Donc, c'est vrai que dans le livre, donc, on propose notre vision et notre définition de la classe flexible. Vraiment, on explique que c'est pas forcément posé. Voilà, Il n'y avait pas de préalable, donc on a voilà, posé c'est ça. quelque chose qui correspond à Parce ce que nous, on estime être défend. une classe flexible, comment nous, on la voit. Ouais. Donc, pour faire très court et très synthétique, en fait, il y a deux axes principaux. Donc, il va y avoir tout le côté aménagement de l'espace, organisation des tables des enfants, gestion du matériel, enfin, tout ce côté voilà, de l'environnement, de l'espace de la classe, qu'on a souvent tendance à associer à la classe flexible. Mais à côté de ça, il y a un deuxième axe qui est très important et qui concerne les apprentissages des enfants, que ce soit par les centres d'autonomie, par les AIM, donc les ateliers individuels de manipulation. J'ai bien appris ma leçon. Tout ça, c'est Evie qui travaille comme ça beaucoup Oui, aussi, entre autres. Voilà, donc c'est vraiment les deux axes principaux. Donc la classe de fonctionnement. flexible, ce n'est pas seulement une histoire d'aménagement de l'espace. Alors, Et c'est souvent, vrai qu'on a tendance peut-être à réduire ça à souvent, on fait la du question lien, de l'aménagement, mais ouais. j'entends qu'il y a aussi une autre façon d'enseigner ou d'apprendre, si on se place du point de vue de l'élève. Voilà, Ouais. c'est vraiment important qu'il y ait les deux en fait. Oui, hein. l'environnement est au service de la pédagogie. Voilà, En fait. Et si on regarde le sommaire parle de la posture d'élève, de la posture de l'enseignant, et seulement après de l'aménagement, et c'est vraiment bien 2/3 pour 1/3. Ouais. C'est-à-dire l'aménagement vient étayer et appuyer les choix pédagogiques et les changements de posture enseignant et élève. Oui, effectivement, tu parles de changement de posture. C'est ce que j'ai compris en lisant votre livre. C'est que la classe flexible, c'est pas je vais faire Valérie Damido dans ma classe. Quoique. Mais si elle veut venir, on est d'accord. hein, mais- On appelle. C'est pas une histoire juste de relooking extrême Oui. de l'espace de la classe. C'est d'abord une affaire de changer. Tu parles du sommaire du livre. C'est 1, repenser la place et le rôle de l'enseignant. 2, repenser la place et le rôle de l'élève. Et 3, repenser non seulement l'espace, mais aussi le temps, parce que les deux dimensions vont avec, Oui, vont c'est ça. ensemble. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, personnellement, si vous avez eu besoin de repenser votre place d'enseignant, ou d'enseignante plutôt, et est-ce que vous pouvez nous raconter ça, si possible, en donnant des exemples et nous faire comprendre ce changement de posture, en fait, que suppose le passage à l'enseignement flexible? Je Oui, vais vas-y. Allez, Aurélia. Quand on est en frontal, on va dire, dans une classe ordinaire, l'enseignant est vraiment en posture, on va dire, supérieure. Il contrôle vraiment tout de A à Z, les apprentissages, même s'il différencie de ça, il y a quand même une grosse notion de contrôle. Alors qu'en classe flexible, il faut le lâcher prise. Parce qu'il y a une partie, il n'y a pas le choix pour que les élèves gagnent en autonomie, pour qu'ils puissent avancer dans leurs apprentissages à leur rythme. Du coup, ça nous a posé souci au début parce que on est des enseignants Séverine et moi, Oui. on est très très carrés, Ouais. très organisés. Et donc, du Contrôlés, coup, c'était au début, quand un élève se levait, mais tu vas faire quoi? Je vais aider mon copain. Ah oui, d'accord, vas-y, excuse-moi. Et donc, du coup, il a fallu vraiment faire un C'est gros bon, ça. travail sur nous-mêmes. Et maintenant, ça va mieux. Et d'accepter On s'est qu'on ne peut soigné, pas tout contrôler. On fait Ouais. confiance. On a beaucoup joué sur la Sur la confiance, confiance. qu'on donne aux enfants. Et on Mhm. leur disait, on vous fait confiance, vous gérez votre travail. Si vous le gérez mal, il y aura forcément des conséquences sur ce que vous apprenez. Mais voilà, c'est de dire, on contrôle plutôt, on n'est plus le maître de la classe. Et voilà, comme je disais, on avait déjà dit, mais on n'est plus un enseignant dans la classe, mais on est un plus 25 autres 25 autres qui petits. peuvent aussi apporter des connaissances et de l'aide à leurs camarades, qui vont aussi apporter des choses pour les apprentissages. On n'est plus maître à bord seul, en fait. D'accord. Mais donc, j'entends que ce qui a été déterminant pour vous, c'est le lâcher-prise et
l'abandon de la posture de maîtrise et de contrôle qui était plutôt peut-être la vôtre spontanément, en tout cas toutes les deux. Je pense qu'on dit Au maître début, ou maîtresse. On est le maître d'une classe. Oui. Donc déjà, c'est pas dans l'ADN de l'enseignant, je pense, de laisser de l'espace, comment dire, Oui. de se lâcher prise. C'était vraiment un gros travail sur nous. Et c'est un peu des jauges, il faut imaginer une jauge des vases communicants. Et en fait, si nous, on se retire et qu'on laisse de la place, l'enfant va prendre cette place et donc prendre en main ses apprentissages aussi. Et c'est des enfants qui, on guide bien sûr, hein, on n'est pas, ils font pas ce qu'ils veulent, mais ça a été un peu fascinant, en tout cas pour moi, de voir qu'on pouvait dire à des enfants de CP, tiens, toi, c'est difficile sur les nombres 60, 70, 80, 90, classiquement. Tu as besoin de retravailler, va prendre tel atelier ou tel centre, ou demande à tel enfant qui lui maîtrise, et de voir que dans leur temps autonome, ils sont capables d'avoir cette information et d'aller chercher les apprentissages et de se dire, ah bah oui, c'est vrai, maîtresse m'a dit que j'avais besoin de travailler ça, donc je choisis d'aller chercher ce travail-là et de faire ça. Alors, j'entends quand même j'entends à la fois, on n'est pas un enseignant qui est tout en haut et qui déverse son savoir sur 25 élèves, que tu as dit à un moment, on est 25 plus 1, mais j'entends aussi que l'enseignant, même dans une classe flexible et dans un enseignement flexible, conserve un rôle qui est quand même à part et qui est très différent. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle de l'enseignant dans une classe flexible? Peut-être tuteur, aider, dans le sens les aider à grandir, à prendre le bon chemin. Est-ce que l'une de vous voudrait nous raconter une expérience dont elle est fière et qui, à votre sens, témoigne de ce que c'est qu'un enseignant, je ne sais pas s'il faut l'appeler 2.0, ou en tout cas cet enseignant plus tuteur que maître, d'une certaine façon, qui guide les élèves? Je pense qu'on a réussi ce qu'on voulait faire du moment où les enfants ne vont plus forcément nous voir en premier aussi. Je sais qu'au départ, quand on proposait aux enfants de l'autonomie, ils avaient tendance à venir tout le temps nous voir, au moindre problème, à la moindre difficulté. Et à force de leur apprendre, tu as d'autres possibilités au lieu de me voir, parce qu'en plus, on travaillait en demi-classe avec Aurélia. Et donc, quand je suis avec la moitié de la classe, les autres sont en autonomie, donc je ne peux pas aider ceux en autonomie, parce que je suis avec des élèves pour un apprentissage. Donc, du coup, il faut trouver d'autres solutions. Demander aux camarades, trouver des outils dans la classe pour réussir à s'aider. Et moi, je sais que ce qui m'a marqué, en tout cas au cours de l'année, c'est qu'à un moment donné, les élèves ne viennent plus me voir. Ou même, moi, ça m'a toujours marqué, c'est un élève qui se dirige vers moi, qui lève la main et fait « Non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. » Génial. Et nous, on est là, on attend. Oui, non, t'as plus besoin de moi, ça y est. Donc, Je coupe finalement, le on peut dire cordon que et- l'idéal de l'enseignant flexible, c'est la disparition. C'est qu'on n'ait plus besoin forcément de en nous, tout cas, qu'on n'ait plus besoin. on n'est plus omniprésent et les élèves arrivent à interagir. Et on le voit, hein, des fois en classe, ils font leur petite vie ensemble, ils interagissent entre eux quand ils ont besoin, ils font les choses dont ils ont besoin pour leurs apprentissages, sans forcément venir tout le temps nous voir. Et je pense que le point de départ de tout ça, c'était qu'on trouvait, entre autres, alors qu'on avait du mal à s'adapter à l'hétérogénéité des élèves, mais aussi qu'ils étaient très passifs. C'est ça. Ils étaient récepteurs, ils attendaient qu'on... Bon, c'est l'image de loi qu'on gave, qui est pas très jolie, hein, mais vraiment passif dans les apprentissages. Et vraiment, ce qu'on voulait, c'était qu'ils prennent leur part de responsabilité, si tant est qu'ils... Voilà, à l'échelle de leurs 6 ans ou 7 ans, mais qu'ils prennent une part, qu'ils soient proactifs dans leurs apprentissages. Oui. C'est-à-dire qu'on a parlé un petit peu du changement de posture de l'enseignant, mais ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est qu'il y a aussi un changement de posture attendu pour l'élève, Oui. et que peut-être les élèves d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on n'a pas connus, nous, mais dont on nous parle dans les livres, et qu'on attend d'eux un changement de posture aussi. Il faut... Oui. Pardon. Non, c'est-à-dire que nous, quand on a décidé, après un ras-le-bol général, une grosse colère en salle des maîtres, tout ensemble à râler, on s'est dit qu'on allait se prendre en main. Et quand on a commencé à mettre tout ça en place, moi j'avais dit aux filles, je vois pas les CP faire ça en fait. Je pense que moi, après, je finirai par faire marche arrière, ça marchera pas. Et finalement, ça a bien marché en fait. Attends, J'étais ça la première m'intéresse beaucoup. surprise. Toute cette aventure est née
d'une crise. Oui. Est-ce qu'on raconte vraiment Ah oui, allez, bien sûr, bien sûr. Bah, Je vous sers un petit peu de champagne, si vous voulez, Alors là, on va pour que la parole se libère. Oui, en fait, oui, c'est parti en fait d'un ras-le-bol de notre fonctionnement de travail. Enfin, moi, par exemple, quand je suis arrivée dans cette école-là, donc j'avais des CE1 purs, donc forcément, par exemple, quand je faisais grammaire, c'était avec tous les CE1 en même temps. Et je savais que cette séance de grammaire-là, c'est coûteux en énergie. je me disais, allez, j'y vais, et au bout d'une heure, j'étais, Vide. ah oui, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, clairement. Et c'était vraiment épuisant, Il fallait qu'on donne de physiquement, l'énergie. émotionnellement. Voilà, Pour c'était 27. être sûr que tous allaient m'écouter. Il y a la moitié qui n'écoutait pas, il y en a qui comprenaient pas, il y en a qui s'ennuyaient parce que c'était trop facile pour eux. On s'en sortait plus. Alors, et c'est vrai si- que... Pardon, mais je voudrais Oui. creuser un peu sur cette situation insatisfaisante que vous avez c'est connue frustrant. et que peut-être certains connaissent, oui, s'il y en a c'est ça. Ah parmi oui. vous qui nous écoutent. Oui. Ça tient à l'hétérogénéité Ouais. du groupe. Oui. Trop d'élèves en même temps. Gérer aussi, enfin 25. Oui, nous en plus, voilà, au public qu'on a, Voilà. on a des allophones. Ouais. Là. Donc il y a ça aussi. Qu'est-ce à que c'est gérer. qu'un élève allophone, C'est un pardon, élève mais qui parle une autre langue, qui vient d'un. un élève, autre pays, un élève voilà, qui vient d'un Le le autre français pays. n'est pas la langue maternelle, Voilà. quoi. Voilà. D'accord. Donc, bah, Il y a ça, il y a les, ça à prendre en compte ouais, aussi. les élèves qui ont des troubles du comportement, qui ont des gros manques d'attention, Mhm. les élèves qui viennent du lycée et qu'on inclut dans nos classes, donc forcément il faut aussi Adapté. adapter avec ces élèves-là. Enfin, c'est très compliqué on a l'impression d'être un peu une pieuvre, mais qui passe le bras et Ah oui, c'est ça. d'essayer de tout faire en même temps. Voilà, c'est ça en D'accord. fait. C'est de se dire à la fin de ma séance, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais? C'était ça en fait. C'est vraiment une frustration et un ras-le-bol du fonctionnement qu'on nous a Donc- toujours appris. Hein. Donc tu fais une leçon de grammaire Voilà. pendant 1 heure. Ah, ça pouvait durer longtemps. ou ça parce que, pouvait du coup, durer plus longtemps. entrecoupé de assieds-toi, tais-toi. Ah, t'as plus ta feuille, attends, je t'en donne une autre. Enfin, Hmm. on se perd vite en. Donc le prof n'est pas content, Non. il est épuisé. Les élèves, il y en a pour qui ça va trop vite, d'autres pour qui ça va trop lentement. D'autres, ils savent pas trop ce Ils qu'ils sont font. là, désinvestis ouais, en fait pour ces deux compliqué. raisons-là, que ça aille trop vite ou trop lentement pour eux. Ça leur correspond. Ils se désinvestissent. Et c'est D'accord. c'est l'idée qu'ils Et on travaille au reprennent une place là-dedans. C'est ça. Et on trouvait qu'on travaillait toujours avec les mêmes, du coup. Oui, aussi. On se concentrait sur les élèves qui avaient plus de difficultés Oui. et ceux pour qui ça allait, bah, on les laissait sans rien à se mettre sous la dent. Hmm. Et donc, du coup, on était frustrés en fait de ne pas pouvoir les amener plus loin alors qu'ils en étaient capables. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés Et un jour pour en salle l'histoire, des voilà, maîtres à c'est hurler. Evie qui a débarqué dans la salle des maîtres. en Evie, disant, c'est pas toi qui as possible. déclenché. Non, mais c'est moi qui crie plus fort. Mais c'est ça. tout. On L'étincelle. était d'accord tout un. Ah oui, on a été tout à fait d'accord. Après, il faut dire que derrière ça, Adeline fonctionnait donc en Ulysse fonctionnait déjà comme ça, avait déjà un fonctionnement en atelier qui a été inspirant au même titre que d'autres lectures et qu'on a en fait réadapté à des classes plus nombreuses, Voilà, c'est plus ça. conséquentes. Mais elle fonctionnait déjà comme ça. Il y avait déjà des choses et des lectures qui étaient inspirantes, qui accompagnaient puis comme- ces idées-là. Comme tu dis, vous avez fait de la SECPA, moi j'ai fait plusieurs années en Ulysse aussi. Enfin, On s'est souvenu tout de ça, tout ce qu'on faisait. On s'est et dit, ah, qu'on on a fait pouvait- des choses sympas, on va peut-être essayer de le faire en ordinaire. Et la maternelle Voir, aussi. Hein. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors il y a plein de questions qui commencent à arriver. Je voudrais peut-être commencer à vous en relayer quelques-unes, si vous voulez bien. On va revenir après, on n'a pas encore du tout balayé toutes les thématiques passionnantes qui sont abordées dans votre livre, mais j'aimerais vous relayer quelques-unes des questions qui sont posées par nos auditeurs. Séverine demande, le budget est-il conséquent pour mettre en place des AIM en cycle 3? Et avant de répondre à la question, je voudrais qu'on revienne sur AIM. Oui, donc ça c'est Evie. Qu'est-ce que ça veut Je sais pas, dire enfin, moi, un je- C'est des ateliers individuels de manipulation, donc en tout cas chez moi c'est mis en place comme on peut avoir les plateaux Montessori, c'est-à-dire que c'est des ateliers, alors que ce soit du matériel type perles Montessori ou des fiches plastifiées, enfin voilà, des choses de manipulation qu'on propose dans des plateaux individuels qu'ils prennent, qu'ils font et qu'ils reposent. Et qui suppose donc du matériel. En tout cas, du temps à y consacrer. Parce que ça peut être uniquement des choses fabriquées ou plastifiées ou des bouchons de récupération. Voilà, on peut fabriquer ce matériel, pas forcément. Alors je vais poser la question autrement. Combien d'argent
avez-vous dépensé les unes et les C'est autres? le compte. Non, mais c'est une question, c'est ma Mais, question. Combien d'argent vous avez dépensé cette année pour le matériel ou l'aménagement de vos classes? Cette année, un peu moins, parce qu'on Moins. avait déjà des choses. Ouais, la non, la première première année, année, je Ça a sais été pas, conséquent. peut-être Plusieurs centaines. Ah oui. Plusieurs centaines d'euros. Oui. D'accord. De votre argent perso? Oui. Oui. D'accord. Après, C'était un choix. Oui, c'est son. Ouais, C'était Nous, notre choix. voilà, la directrice nous a bien dit, si vous voulez, on vous rembourse certaines choses, mais nous, on a voulu y mettre Voilà, on a notre voulu argent aller. pour Ouais, on pas a- prendre l'argent de l'école, pour dire si jamais on On se plante? n'arrive pas, c'est pas grave, ce sera notre argent. Voilà, Mais pas pour prendre les trop de risques. AIM, c'est beaucoup de temps de plastification, de jeux qu'on va retrouver C'est ça. sur le net et qu'on va imprimer, plastifier, préparer, ranger, étiqueter. Je trouve que c'est bien plus coûteux en temps qu'on D'accord. donnait qu'en argent. en argent. Oui. Après, ce qui nous a coûté le plus au départ, c'était quand on a acheté des meubles, on a acheté des Des choses pièces. comme ça en plus, voilà. Mobilier, ouais. Mais disons que la préparation, c'est ça le temps, c'est ce qui coûte le plus au départ. Et vous avez eu un budget, pardon, je reste sur la question Oui. pécuniaire, Oui. mais vous avez eu un budget débloqué par l'école ou par je ne sais qui? Oui, par L'année la dernière, mairie. la mairie nous a débloqué un budget suite à tout ce qu'on avait mis en place déjà Mhm. pour équiper les classes de culbuto et de stool, donc d'assises en fait flexibles qu'on n'avait pas jusque-là et qu'on se débrouillait avec ce qu'on avait, quoi. Alors, on est en train, grâce à cette question, de glisser sur quelque chose qu'on a soigneusement tenu à l'écart pour l'instant, qui est la question de l'aménagement, Ouais. mais c'est important quand même. Oui, bien sûr. Pour permettre au maître et à l'élève de changer de posture, Ouais. de changer l'espace. Oui. Tu parles de culbuto, de stool. Bah, c'est des assises flexibles, c'est-à-dire le culbuto, c'est un tabouret oscillant. Donc la base n'est pas stable, elle est un peu incurvée, ce qui permet à l'enfant de bouger bouger. dessus, mais pas de sauter. Enfin, ça Normalement. bouge en bas, mais pas en haut. L'esprit D'accord. reste fixé. Et ça a vraiment un effet assez impressionnant C'est sur vrai, vous certains avez enfants. constaté Ah ça? oui. Ah, moi, ils adorent Ah oui, ces culbutos, là, c'est... Il en faudrait plus dans Pardon, les non, classes. par exemple. Voilà. Bah, C'est j'ai un une enfant qui est un élève, peu la bougeotte, Voilà. Voilà, un peu j'ai hyperactif, Il peut presque. gesticuler. j'ai une élève qui avait des gros problèmes d'attention. Mhm. Beaucoup de mal à se concentrer. Le culbuto, ça lui a carrément changé la vie, quoi. Hein. Incroyable. Même ses parents n'en sont pas revenus. Et donc, du coup, l'année prochaine, elle change de classe et elle part avec son culbuto. Parce qu'on a vu que voilà, c'était vraiment très, très efficace et que Mhm. sans, c'est très, très compliqué pour elle de se concentrer et d'aller au bout des apprentissages. Mhm. Parce que voilà, on est vraiment dans, j'insiste dessus parce que c'est vrai que du coup, on apprend aussi aux élèves à s'écouter, à écouter leurs besoins. Donc cette élève-là, elle ressent vraiment le besoin d'utiliser une assise différente Mm. pour travailler parce qu'elle sent que ça lui fait du bien et que ça lui permet de vraiment bien travailler. Et en même temps, être une posture d'apprentissage. C'est-à-dire Voilà. que c'est pas parce que ça bouge que je passe ma matinée à jouer. Voilà. C'est-à-dire Mm. que c'est un outil pour que je me concentre mieux. Mhm. Donc si tu ne te concentres pas sur ton C'est tabouret, ça. tu le passes au copain. Mhm. Donc, Il y a des règles voilà, ouais. établies pour Et là, une quand bonne on a- utilisation. Là, quand on a dit les classes où ils allaient l'année prochaine, elle m'a dit la maîtresse où je vais, elle a des culbutos parce que sinon, j'y arriverai pas. C'est ça. Mhm. Et j'ai dit oui, elle en a. Et elle savait pas qui était la maîtresse. Mais c'est Mais pas elle grave. était déjà très soulagée de savoir qu'elle Incroyable. allait pouvoir. Incroyable. Et c'est important, peut-être, enfin, pardon, j'insiste un peu lourdement, mais le culbuto, c'est pas pour que ce soit la fête, Non, non, ça, ça qu'on va. puisse jouer, c'est vraiment au service de la concentration C'est et ça. des apprentissages. Oui. Et il y a combien de culbutos aujourd'hui, pardon, dans Ben, on en dans a vos eu classes? Deux On en dans a chaque Deux classe. par classe? classe, Et ils se battent pas pour avoir le culbuto? Ça dépend des jours. Oui. Non, ça dépend des. En fait, ils se rendent compte aussi que ça tombe. Après, il y a aussi les ballons. Oui, Il y a il y a d'autres assises. les tools. Pardon? Les ballons, je crois que tout le monde voit. Voilà, On en les a, ballons. bon, je ne vous fais pas la démo, mais on en a quelques-uns C'est ça. chez Objectif CRPE. Mais les tools, Les Les stools, je vais en fait, ça regarder ressemble sur à un les zèle. images. On en a peut-être. On a en On l'a photo, forcément. Mais... En fait, ça permet aux élèves de s'asseoir sur une base et d'avoir un plateau devant eux pour travailler,
Pour travailler au sol. au sol, Et par puis, exemple. très rapidement, les élèves savent quelle est l'assise qui leur convient pour travailler. C'est-à-dire que les élèves, on va dire, très scolaires, l'élève comme on imagine depuis la nuit des temps, qui est gentil, assis sur sa chaise, il va pas aller spontanément vers les ballons. Puis il y a même des Ou élèves alors qui ils y me- vont et puis ils reviennent, ils Bah, disent c'est non, ça. ça me Il y a des convient élèves pas. qui me disaient maîtresse, tu vas quand même laisser des chaises classiques, hein, Normal. parce que c'était en panique. Parce que pour eux, voilà, les assises flexibles, ça leur correspondait pas du tout. Ils avaient besoin d'une chaise, Ouais, assise devant la sûr. table. Parce que, voilà. Parce qu'une classe... super. On a une image. En gris ici. Là. Ça, c'est les Ça fait vraiment un Z en Ça fait fait. comme un Z Tool. Tool. L'enfant s'assoit Comme sur la plateforme l'outil qui est Z. au sol. Voilà, oui. Alors, je vais montrer, même Je si sais je pas vous avoue si- que moi qui suis complètement nul, ça ne me parle pas beaucoup. J'ai du mal à me rendre compte, mais je montre quand même le Z-Tool. Attendez, oula, oula, l'orientation. Oui, voilà, c'est celui-là, hein, le Z-Tool, vous le voyez là. Bon, il faut acheter le livre. Il faut acheter le livre pour comprendre, sinon on n'avait aucune chance de comprendre. Il y a plein d'illustrations, j'en profite pour faire... je n'ai pas de commission sur le livre, mais quand même, je trouve que vos livres... Enfin, je dis vos parce que c'est le cas de la plupart des livres Reds que j'ai eu l'occasion de présenter. C'est hyper attractif. Il y a plein de photos, il y a plein de schémas, il y a des résumés, il y a... Enfin, c'est très agréable à lire et à découvrir. Donc, on était en train de parler des assises, mais au-delà de l'assise, et j'ai plein d'autres questions après, hein, mais juste 5 minutes sur l'aménagement de la classe. Une classe, moi qui suis un vieux schnock, j'ai en tête, quand je pense classe de maternelle ou d'école primaire, des rangées de tables et des élèves orientés vers le tableau qui écoutent le maître et regardent ce qui se passe sur le tableau. Il n'y a plus rien. Bon, alors, je suis manifestement Pratiquement, à côté de la oui. plaque. Donc, à quoi ça ressemble vos classes, les unes et les autres, aujourd'hui, en termes matériels? Je parle d'aménagement de la classe. Il y a de ça, parce qu'on a besoin de tables face au tableau Oui. pour Oui, il y certaines en a. activités. Mhm. Bon, pas forcément en randonnion, mais il y en a. Mais il y a aussi des canapés. Il y a aussi, on a une collègue qui a amené son salon de jardin. Enfin, il y a des, voilà. L'idée, Génial. c'est d'être, C'est ça. c'est de proposer beaucoup de choses. Après, ce qui était pour nous important aussi, c'est qu'on a enlevé notre bureau. D'accord. C'est et des armoires pour essayer de laisser le plus d'espace possible aux enfants. Vraiment on se dit notre bureau, enfin moi en tout cas personnellement j'étais pas forcément beaucoup. Ouais. Je me dis que je peux corriger sur une table D'élèves. il n'y a pas de souci. Donc, plus de bureau Bah, pour plus de toi. bureau, en tout bah, cas. pareil, personne. Plus, On a plus d'accord. de bureau du tout. Estrade. Déjà. Pardon, mais... Ah bah non, on genre, en avait genre- pas. non. Évidemment pas d'estrade. Voilà. Il y a un tableau? Oui. Tableau classique, D'accord. Encore avec la craie à l'ancienne. Hein, pour À une l'ancienne, on a les mêmes chez le CRP. Tout en live, mais quand même, tableau à craie, c'est pratique. partie. Euh, Voilà. Après, les classes, pour faire simple, elles sont divisées en 2 parties. Oui. Voilà, une partie en fait avec les apprentissages. Donc, nous, on appelle ça centre guidé. Donc, c'est une partie où... Centre guidé. Voilà, puisque nous, on est là pour guider les apprentissages, tout simplement. Alors, chez Aurélia et moi, c'est un U, Qui bouge, principalement, voilà, mais le matin, qui l'accueil, peut c'est un- évoluer. Mais là, oui, c'est un U surtout. Et chez Evie, du coup, c'est des îlots. Enfin, c'est un peu plus... Voilà, ça s'adapte en fonction des Voilà, élèves c'est et de ça. l'enseignant. C'est-à-dire que j'ai testé le U qui me posait souci par Le rapport U, pardon, mais Vraiment un U. le U comme la lettre U. Voilà, il y a le c'est- tableau et le U. Voilà, ok. qui, en fait, a l'avantage de permettre à l'enseignant de bien circuler par rapport à tous les élèves. Je pense que voilà, Oui, c'est c'était... ça, d'être face aux élèves. Voilà, qui propose cet avantage-là, mais qui, moi, m'a posé le souci de couper la vue. Alors, on parle d'aménagement de l'espace, et ça, c'est des choses dont on se rend compte au fur et à mesure quand on teste et qu'on essaye. C'est que mes élèves étaient bavards et mon U prenait beaucoup de place et me coupait la vue. Donc, je ne voyais pas les enfants en autonomie. Donc, en début d'année, quand il faut un petit peu matraquer parce qu'on a besoin de calme dans ces cas, non, mais c'est ça. On a Ah oui. besoin de calme, on a besoin qu'ils acquièrent une autonomie dans le calme, et c'est pas forcément le cas. Et ben il faut qu'on soit derrière eux pendant quelques semaines pour leur redire régulièrement attention, je peux pas travailler sinon. Le U posait souci, donc on est passé en îlot, donc des tables de 4.
Ouais. les unes face aux autres, face au tableau, pour avoir là une quinzaine d'enfants, jusqu'à une quinzaine d'enfants. J'ai choisi un autre espace avec une table plus restreinte, où là, je travaille aussi de manière guidée, mais avec 6 enfants. Et puis, le reste, c'est pour eux un espace autonome. Mais ça a vraiment répondu à des besoins et à un profil de classe qui était celui qu'il était et qui peut changer si l'année prochaine, j'ai des enfants différents. Alors, question de Gabrielle, qui est en lien avec ce que vous êtes en train de raconter. Et elle se perd un peu avec le côté place flexible. D'après ce que j'ai pu voir, dit Gabrielle, sur vos sites internet, il y a des places imposées pour certains centres. Quand les enfants ont-ils le droit de s'asseoir où ils le veulent? Pour Les centres d'autonomie, le centre je d'autonomie. pense. Bah, en début d'année au CP, moi je leur impose, on va dire, le centre, la table où ils doivent se mettre, dans l'objectif qu'ils puissent découvrir les assises, se faire leur propre idée de là où ils sont le mieux, etc. Et c'est une fois qu'ils ont les plans de travail pour travailler en autonomie, que là ils peuvent prendre l'activité et aller s'installer où ils veulent. Voilà. Voilà. À savoir qu'il y a certains centres où on est obligé d'imposer entre guillemets une place. Par exemple, on a un centre de découverte. Donc c'est là où on va installer s'il y a des expériences, s'il y a des observations d'animaux, de plantations, des choses comme ça. Là, forcément, si l'élève veut réaliser une observation, par exemple, toi tu faisais des élevages d'escargots, Oui. moi de papillons, bah forcément l'élève qui veut observer, il va devoir aller à cette table-là. Il n'aura pas le choix. Parce qu'on va pas s'amuser à déplacer tous les animaux. Oui, alors il y a deux choses. Il y a une Oui. progressivité dans l'année, Oui, c'est ça. en fait, pour vous. Voilà. Il y a Enfin, aussi pour les nous besoins, aussi d'ailleurs. ouais. Hein. Il y a une progressivité, il y a des différences en fonction des niveaux, puisque Aurélie et Séverine travaillent en centre d'autonomie, mais ont des âges, des niveaux d'élèves différents, donc ne fonctionnent pas forcément de la même façon. On peut juste se redire dans quel niveau vous enseignez les unes et les autres? Donc, moi, j'ai les CE1, CE2. CE1, CE2. Pour toi, Séverine. Moi j'ai les CP. Aurélia, CP. Et moi, j'avais toi, CPCE1 cette année et je passe au CE1, CE2. CE1, CE2. Donc voilà, et en fait, du coup, voilà, c'est les choix, et notamment en matière de choix des assises, vont être différents en fonction des âges, des maîtresses. Moi qui fonctionne, enfin en tout cas avec mes collègues qui fonctionnons en atelier, les élèves ont des places attitrées pour ce qui est guidé, notamment pour qu'ils ne peuvent pas. Pour que quand on est avec moi, on a moins de temps dans les centres guidés, on a moins de temps à consacrer aux mêmes apprentissages, donc il faut être efficace. Et en autonomie, par contre, là, ils choisissent leur place comme ils veulent dès le début de l'année. Mais c'est vraiment en fonction des enseignants, c'est des choix. D'accord, donc ça va dépendre quand même, enfin, parce qu'il y a beaucoup de questions que j'aimerais vous poser autour du niveau et si j'essaye de synthétiser un peu ce que j'ai lu, est-ce que votre affaire, ça marche dans tous les niveaux? Mhm. D'accord. Et oui, c'est beaucoup ça. Et je vous donne juste une question de Loli qui dit: j'aimerais me lancer, mais concrètement en CP, comment mettre en place en début d'année? Comment ne pas rater le coche? En gros, comment mettre ça en place en CP? Sans pression. Sans pression. Et Chacun pardon, mais Elodie complète: est-ce qu'en CP, vous démarrez dès la rentrée? Alors, Non. toi non, moi oui. C'est Ouais, là voilà. encore, ça dépend. Et pardon, je rajoute encore une question, ça va être... Mais Léa demande: peut-on mettre en place une classe flexible sans que les autres PE de l'école soient OK? Bon, c'est un peu différent. Mais je vous la donne parce que j'aimerais que vous répondiez à toutes ces questions. À vous de jouer. En CP, moi je commence pas dès le début de l'année. Parce que D'accord. les élèves arrivent déjà d'une petite école maternelle à une grosse école, donc pour eux c'est déjà un gros changement. Eh oui. Donc ils découvrent la classe, ils sont même un peu déçus des fois d'arriver Oui. dans la classe parce qu'eux ils s'attendent, papa et maman leur ont dit qu'ils allaient être assis, qu'ils allaient pas devoir bouger. Là ils arrivent et ils se disent: ouais, ça y est, je suis tombée chez la maîtresse complètement. C'est pas une vraie classe, maîtresse, que t'as. Si, vous allez apprendre tout pareil. Et donc en fait je commence progressivement en coupant déjà la classe en deux en début d'année, dès les premiers jours. Mais j'ai un groupe avec moi et un groupe sur une activité autonome qui est du réinvestissement des compétences de grande section en fait. Et donc ensuite j'échange, mais ils ont la même activité. Ils choisissent leur place au centre, mais ils ont la même activité. Après, un petit peu plus tard, je mets en place le tableau de programmation, c'est-à-dire qu'il y a différentes activités possibles sur la semaine, mais je leur impose au jour le jour, par binôme: vous deux, vous allez me faire ça et ça aujourd'hui, vous ça et ça. Et une fois qu'ils ont commencé à prendre l'habitude de l'autonomie, à gérer leur travail, à faire des activités en autonomie, là, ils ont un plan de travail où ils ont toutes les activités de la semaine. Ils doivent les réaliser sur la semaine. Donc moi, j'y vais progressivement parce qu'il y a aussi le côté assise flexible que je veux être sûre que les enfants puissent les tester,
donner leur ressenti. Et puis ensuite, on voit, moi, je suis plus à l'aise là-dessus, moi, je suis plus à l'aise sur cette assise-là. Celle-là, elle me convient pas du tout parce qu'elle bouge de trop. Et donc, du coup, il y a aussi ce côté-là que je veux que ça soit progressif. D'accord, merci. J'espère que vous avez pris des notes là parce que c'était très riche. Mais merci pour ton explication. Il y avait une deuxième question qui était est-ce qu'on peut mettre ça en place si les autres PE ne sont pas d'accord? Je constate que dans votre école, vous semblez plutôt assez unanime. Je pense pas qu'il y ait une question d'être d'accord ou pas. Enfin, chacun fait Sa liberté ce pédagogique. qu'il veut dans sa classe. Voilà. C'est vrai que c'est un des avantages de ce programmes. métier, c'est que on a une grande liberté Voilà, quand même Oui, voilà. de faire ce qui nous semble bon pour notre classe. Exactement. Après, c'est compliqué. En fait, ça dépend Mais, de ce que les collègues sont prêts à assumer de leur choix. Il faut assumer ses choix, mais quand on a des collègues qui vont dire je récupère tes enfants, ils savent pas s'asseoir, ou qui vont auprès des parents, entre guillemets, dire il vaut peut-être mieux qu'il aille dans une classe traditionnelle, ou c'est mieux d'essayer de convaincre ses collègues. Alors on peut aussi y aller progressivement et montrer les avantages, les bénéfices qu'on trouve. Ça ne discrédite en rien des collègues qui travaillent d'une autre façon. Je pense que les enfants, et ça il faut le dire, les enfants s'enrichissent de la diversité. C'est-à-dire que passer dans une classe flexible et on y voit tous les intérêts, mais aller ensuite, par la suite, chez des collègues qui travaillent en classe ordinaire, j'y mets bien des guillemets, crochets, parenthèses, tout ce qu'on veut, les enfants s'adaptent et les enfants vont apprendre à répondre à d'autres attentes auxquelles ils devront répondre de toute façon à un moment de leur scolarité, à s'adapter à d'autres enseignants et puis peut-être trouveront aussi leur compte dans d'autres façons de fonctionner. Mais voilà, il y a deux choses. Ne pas discréditer le travail de collègues qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Il faut être dans une classe où on se sent bien. Et ensuite, peut-être essayer de les convaincre. Alors après, si c'est pas possible, ce serait dommage de se priver. Voilà, si on a envie de passer en flexible, c'est dommage de se priver. Mais je pense que avoir le soutien de ses collègues, c'est plus rassurant, c'est mieux. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, Evie, et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi à la lecture de votre livre. Votre démarche a quelque chose d'assez radical. Comme disait aussi Stéphane, votre éditeur, ces filles-là, elles sont en train de tout dynamiter, quoi. Il y a quelque chose d'assez radical. Dans la vraie vie. Non, dans la vraie vie, peut-être pas. Vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais il y a un chapitre quand même dans votre livre qui parle de ça, qui resitue le truc dans l'histoire. Et j'aimerais, si vous voulez bien, si vous vous sentez prêts pour ça, chers auditeurs, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour mettre en perspective le truc dans l'histoire et se dire, en fait, moi j'ai l'impression que votre livre, là, enseigné en classe flexible, c'est un livre un peu attrape-tout qui parle en fait, pas comme on l'a compris, juste de siège culbuto, mais de réinventer notre métier, réinventer notre métier d'enseignant dans un contexte où c'est plus les mêmes élèves, c'est plus les mêmes besoins, vous avez parlé de troubles de l'attention, vous avez parlé d'hétérogénéité, vous avez parlé de plein de choses. Et pardon, ma question ne ressemble pas à une question encore, mais elle va se préciser. Alors, si j'essaye de préciser les choses, d'abord, ça sort pas complètement de nulle part, cette histoire de classe flexible, et vous avez été peut-être inspiré par des prédécesseurs, ou en tout cas, le modèle du flexible vient de l'univers anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Debbie Diller et des origines ou en tout cas de ce précédent anglo-saxon? C'est où? C'est quoi? Ça vient des États-Unis. États-Unis, voilà. Et Canada un peu, je crois. C'était les blocs qu'on avait... Oui, il y avait d'autres choses, mais c'est vrai que Debbie Diller, c'est États-Unis. Vous vous êtes renseigné sur ce qui se faisait là-bas ou juste c'était par les réseaux sociaux. Par Instagram, on avait vu beaucoup de comptes. Parce qu'on suit aussi beaucoup de maîtresses. On avait bien vu que les classes n'étaient pas du tout pareilles
que chez nous. Ça nous avait Vous posé suivez, question. pardon, mais ça m'intéresse, vous êtes abonné sur Insta Voilà. à des comptes de comptes, oui. maîtresses Oui. canadiennes Canadiennes, ou américaines, américaines. oui, voilà. D'accord, c'est intéressant ça. Et du coup, ben, de ces idées-là, on s'est dit, on peut chercher ailleurs. Une fois qu'on a eu notre gros ras-le-bol, qu'on a râlé, on s'est dit, bon, ben, au lieu de râler, on va chercher un petit peu. Donc, on a cherché sur Internet, on a trouvé sur des blogs des sources. Et donc, on a pu ensuite s'équiper en livres. Et donc, on a lu les ouvrages de Debbie Diller. Et vous pensez que c'est une lecture, c'est pas pour pour dénigrer votre propre ouvrage qui est magnifique, mais vous pensez qu'il y a des lectures intéressantes qu'on peut recommander à nos auditeurs Debbie Diller. Les livres de Déjà. Debbie Diller, il y en a Debbie différents. Diller. Oui, voilà. Oui. Elle a fait différents livres sur les centres de littératie, les centres mathématiques. Et tu avais lu aussi L'aménagement. le travail en petits Le groupes. travail en groupe, l'aménagement L'aménagement. d'espace, on a lu. Il y a D'accord. plusieurs ouvrages très intéressants. Le travail qui a été le nôtre, si je peux dire, c'est de l'adapter, bon, à nous, bien sûr, parce qu'on a lu les mêmes livres à 5 et on n'en a pas fait la même chose, mais aussi de l'adapter à nos conditions françaises. C'est-à-dire que, Ouais. je veux pas dire de bêtises, voilà, je veux vraiment, mais il parle dans les livres canadiens, on va nous parler de plusieurs intervenants au sein d'une classe, d'orthopédagogues, de beaucoup de choses dont on ne dispose pas. On n'a pas plusieurs intervenants, on n'a pas non plus les mêmes surfaces de classe. Et du coup, il a fallu l'adapter encore et toujours à nos contraintes en France. Et ça a été un petit peu ce travail de melting pot, Voilà, de plein transfert. d'influences. On n'a rien inventé, on a mélangé ce qu'on a lu et on en a fait ce dont on avait D'accord. besoin. Mais donc vous avez quand même fait quelque chose qui est à la fois, comme je disais, radical et nouveau, mais qui a quand même aussi été expérimenté ailleurs qu'en France et qui marche bien Oui. dans l'univers anglo-saxon. La deuxième question que je vais vous poser, c'est juste, j'ai trouvé très intéressant dans votre introduction, vous dites à un moment, le modèle traditionnel de un prof qui fait la classe pour 30 gamins qui l'écoutent et qui absorbent et qui apprennent par cœur, c'est un modèle qui historiquement est daté, c'est le 19e siècle, c'est un modèle qui vaut pour la société industrielle, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que Il y a quelqu'un veut déjà nous eu parler de au ça? cours de l'histoire plein d'autres. On a dû réduire pour l'introduction, Ouais. on aurait pu détailler Simplifier. encore plus parce que Ouais. c'est vraiment un sujet très très intéressant. Mais il y a eu, depuis toujours, il y a eu des pédagogies alternatives. Donc c'est qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas et donc on a cherché des idées ailleurs. Et nous, en fait, au final, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on allait prendre un peu partout des choses qui nous plaisaient pour que ça corresponde plus à ce que nous on ressentait dans la classe. Vas-y, je t'en prie. Oui, il y a ça, et puis il faut se dire qu'en fait l'école, elle fait partie d'une société, enfin on Ça est dans vit, une quoi. société qui évolue, et donc l'école va évoluer avec elle. Nos élèves ne deviendront pas les mêmes adultes qu'il y a 100 ans. Et donc le modèle où on préparait, ça m'embête de le dire parce que l'école ne prépare pas la société économique, mais c'est quand même un peu ça, où on préparait les futurs adultes à avoir un seul métier qu'ils maîtrisaient vraiment et qu'ils appliquaient toute leur vie, n'existe plus. Nos élèves vont devoir se reformer, vont devoir apprendre tout au long de leur vie, vont arriver dans une société où il faudra qu'ils aient un petit peu d'esprit critique, beaucoup d'esprit critique de Voilà, c'est préférence. des compétences qu'on va développer. Voilà, La et en fait, prise c'est toutes ces d'initiative, compétences l'autonomie, transversales-là. Voilà, c'est ça, les compétences transversales, qui s'appellent, je crois, les soft skills en anglais. Donc, c'est vraiment les compétences de demain. C'est tout ce qui est, voilà, apprendre à travailler, à coopérer en groupe, à développer des choses différentes. Voilà, On n'a pas forcément l'habitude, nous, d'enseigner, enfin, c'est ça. même d'être. D'accord. Et alors, vous avez parlé à un moment là de pédagogie alternative, et il y a dans le chat quelqu'un qui a posé la question au début de se dire, mais tout ça, c'est pas un peu du Montessori? Et donc, je vais vous demander, c'est Aurélie. Aurélie qui disait, c'est un peu comme Montessori finalement. On s'en a inspiré. C'est vrai que, comme disait Aurélia, on a pris des choses qui nous intéressaient. C'est vrai que Montessori, on connaît. Evie a pris plus de Montessori que nous. Voilà, mais ça, Voilà, il y a des éléments qui nous Chez intéressaient. plus chez Chez Freinet. Freinet, on a étudié des pédagogies alternatives. On a pris ce qui nous intéressait, les objectifs, les façons de travailler.
qui nous correspondaient aussi. On n'a pas forcément les mêmes. Et on a tout pris, puis on a mélangé. Oui, puis là encore, Montessori, c'est plusieurs adultes dans la classe. Oui, c'est pas encore ce qu'on Il y a des éducateurs, voilà. Et donc là aussi, tout aussi intéressante que soit cette pédagogie-là, dans le système public actuellement, on ne peut pas mettre ça en place. Enfin, en tout cas, pas à notre échelle et pas avec l'attente des programmes qui nous est imposée quand même. Donc il a fallu, voilà. Mais oui, bien sûr que... Oui, voilà, parce qu'il faut s'adapter au programme aussi. On ne peut pas passer à côté. Super. Je voudrais juste vous relayer quelques commentaires du chat qui vous montrent que vous n'êtes pas toute seule, pas du tout, à avoir ce genre de démarche. Julie, par exemple, qui dit « Plusieurs années de frustration nous ont amenés il y a quelques années à travailler en atelier. Depuis ce jour, tout a changé et on se lance à la rentrée dans le flexible. » Sandrine qui dit « Le flexible s'apprend. Il y a beaucoup de livres à ce propos, car bien évidemment, ça se prépare tout autant qu'une leçon de pédagogie classique. Pensez aux ateliers, comment les gérer. » Et c'est vrai que j'ai entendu pas mal dans vos propos ce soir le fait que c'est du boulot. C'est beaucoup de Ça a été beaucoup de travail. nuits blanches au départ pour faire des plans, réfléchir, mettre sur papier tout ce qu'on pouvait dire. Et le lendemain, à midi ou le soir, on restait. Et moi j'ai pensé à ci, moi j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et si on bougeait ci ou ça? En fait, pour lâcher prise, il faut anticiper. Je crois qu'on le dit et c'est vraiment ça. Oui. Si on veut lâcher prise dans de bonnes conditions et que ça serve aux élèves, il faut qu'avant, nous, on l'ait anticipé et cadré pour que ça... Oui, donc en amont, c'est vrai que c'est assez important comme travail. C'est peut-être ça, la masse de travail la plus importante. Parce qu'après, une fois qu'on est dans la classe, on a essayé d'anticiper au maximum. Et c'est vrai que... Après, il y a des Pour automatismes. redonner envie aussi aux enfants, en fait. Redonner aussi à vos enfants de venir à l'école. Parce que bon, quand un CP te dit, c'est pas grave, maîtresse, tu sais, j'ai YouTube. Si je viens à l'école, c'est pas grave, j'ai YouTube. Je peux trouver ce que je veux dessus. En fait, moi, ça a été ça, l'électrochoc. Ouais. Si je me suis dit, waouh, quand même, quoi. Il a 6 ans, il est capable de me dire que l'école, il y vient parce qu'il est obligé par papa et maman, mais qu'il s'en fiche parce qu'il y a YouTube. Ouais. Je me suis dit, en fait, il vient, il a même pas envie de venir. C'est triste. Et c'est vrai que l'enseignant ne peut plus être celui qui dispense les savoirs, parce que YouTube ou Wikipédia le font relativement bien. Donc, c'est autre chose. Le statut à l'école, il avait changé complètement. Oui, c'est ça. Il y a Internet, ils vivent à l'heure d'Internet et en fait, ils vont devoir apprendre à utiliser cet outil, à adopter une distance, mais aussi à proposer d'autres choses comme compétences que juste le savoir. Est-ce qu'il y a des élèves qui n'accrochent pas? Pardon, mais Christophe dit, si un élève n'accroche pas à cette méthode, est-ce qu'il existe d'autres alternatives? Est-ce que vous avez... Pardon? Le placard, non, direct. Le placard. Ou le fouet. Après, Ah oui aussi, le taser, tout ça. Tout va bien. de toute façon, C'est comme pas vrai. toutes les pédagogies, on peut pas faire du 100%. Enfin, comme une pédagogie plus ordinaire ne conviendra pas à tous les enfants, ce qu'on fait en classe, ça ne correspondra pas non plus. Enfin, par exemple, dans la classe, j'ai des élèves pour qui la classe flexible, ça marche hyper bien, qui se sentent épanouis et qui évoluent hyper bien. Et à côté de ça, j'en ai d'autres pour qui, de la même manière que la classe ordinaire leur convenait pas, la classe flexible, c'est pas non plus ça. Donc à eux, je vais leur proposer une place peut-être plus définie dans la classe. Là, j'ai des élèves qui étaient en grande difficulté et pour qui, par exemple, les centres d'autonomie, le plan de travail, gérer son travail sur la semaine, voire même la journée, c'était pas possible. Donc voilà, c'est des élèves à qui j'impose une place, pas loin de moi, dans un petit îlot. Et eux, par contre, je leur impose le travail. Je suis plus dans ce qu'on avait l'habitude avant, l'ordinaire, le frontal, où je vais être un peu sur leur dos. Parce que je sais que ces élèves-là ont besoin de ça. Et moi, quand je leur ai demandé, ça vous embête pas d'être dans ce coin-là, que je sois tout le temps sur votre dos? Non, maîtresse, c'est bien. Ils avaient besoin d'être encadrés. Ouais. Voilà. Mais non, ça fonctionne pas avec tous les élèves. C'est pas du tout une recette miracle qui fonctionne avec En tout même le temps, monde. j'entends que Pas du la tout. classe flexible permet aussi, Et c'est ça la classe flexible. C'est-à-dire, c'est s'adapter à permet chaque enfant. aussi d'avoir un élève qu'on va cadrer davantage, Voilà, à c'est qui on va assigner peut-être une place davantage. Toi, des tuteurs, par exemple? Moi, j'ai des tuteurs qui peuvent guider les élèves les plus en difficulté. Et puis, comme Séverine, cette année, j'avais un élève qui avait une place tout le temps dans le U, même pour les temps d'autonomie. Mm. C'est ça. Parce que sinon, il s'éparpillait. Il avait Donc, besoin de cette il avait stabilité besoin finalement. que je sois pas loin. Et c'est parce qu'en plus, il se laissait vite dissiper par son Déborder comportement, tout ça.
Et donc, il faisait le plan de travail, mais il restait tout le temps au U. Il avait sa place particulière. Et en fait, ça, pour les autres, c'était pas discriminatoire ou quoi. Le gamin leur a dit non, mais moi je préfère. Moi j'ai besoin d'être là, je préfère. Et il faut vraiment tous les enfants le comprennent comme ça. C'est-à-dire que lui, c'est pas une punition s'il est là, c'est parce que c'est meilleur pour lui, il le ressent comme ça. Est-ce que vous expliquez aux enfants ce que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous explicitez cette démarche auprès d'eux enfin voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut beaucoup, que ce soit clair. Beaucoup, hein. En début d'année, on parle beaucoup, on explique beaucoup, on explicite beaucoup, on fait beaucoup de débats. Et moi en tout cas, je leur fais tester les assises. Ensuite, on fait des retours sur comment ça a été, sur les activités, des plans de travail pour vraiment avoir leur ressenti. Et ensuite, je leur dis, voilà, moi j'avais mis ça en place parce que j'envisageais ça. Et c'est comme ça que vous l'avez ressenti, ou c'est pas comme ça que vous l'avez ressenti. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Donc les mettre vraiment aussi acteurs pour faire évoluer la classe. C'est leur classe. Voilà, c'est leur classe. Moi, je suis là, mais c'est votre classe. C'est à vous de la gérer. On partage tous ensemble. Donc, ils donnent des idées, ils ont une influence. Souvent, ils ont des idées, on se dit, c'est cool, c'est super ça. Vous pouvez nous donner un exemple d'un truc auquel vous n'auriez jamais pensé toute seule et qui est arrivé parce que un élève ou des élèves ont été acteurs de cet aménagement ou de cette... Moi, j'ai un enfant qui m'a dit, assez paradoxalement, mais on fait quand du travail dans le cahier? Et en fait, c'est des enfants qui étaient assez scolaires, qui venaient de familles assez normées, on va dire, qui avaient des vraies habitudes scolaires et qui avaient besoin de travail écrit. Donc, j'ai préparé une banque d'exercices avec un modèle de présentation pour qu'eux puissent trouver leur compte. Et en fait, ils pouvaient choisir d'aller faire du travail écrit, m'écrire dans le cahier, exercices supplémentaires et venir faire des exercices écrits. Pour moi, je m'étais dit, l'intérêt, c'est l'atelier. Et ils ne vont jamais me demander à revenir à du travail écrit, c'est uniquement moi qui vais l'imposer. Et non, il y a des enfants qui étaient demandeurs et on a apporté ça. Et c'est bien sûr intéressant. Et après, par exemple, moi je sais que j'ai eu une élève qui avait tendance à être très agitée. Et par exemple, quand on travaillait en centre guidé, souvent elle se levait, puis la chaise, elle avait bien travaillé debout en fait. Voilà. Donc c'est vrai que je lui ai dit, mais ta chaise, ça ne te dérange pas? Tu as découvert que il fallait aussi peut-être et juste donc, laisser c'est vrai que j'ai décidé de mettre plus de tables hautes, de monter des tables pour faire presque des tables de bar, quoi, ou des debout. Et elle adore travailler debout, sans rien. Et du coup, ça lui même dit écoute un peu les jambes, voilà, si elle a envie de faire un petit tour, j'ai l'impression que une des caractéristiques du maître d'école flexible, ou en tout cas de ce maître que vous incarnez, qui est plus tant un maître que... Alors, il y a plein de propositions dans le chat, un guide, un accompagnateur, voilà. Mais il faut vraiment qu'il soit très à l'écoute. Et observateur. Et observateur. Alors, est-ce qu'il y a une recette, est-ce qu'il y a un truc? Nous, par exemple, chez Objectif CRPE, c'est facile. Tous les cours sont évalués, on demande une note sur 5, un commentaire. Toutes les corrections de copie sont évaluées, on demande une note sur 5 et un feedback. Mais vous, j'imagine que vous ne faites pas évaluer vos cours. Donc, comment vous faites pour choper du feedback et comprendre ce que les élèves peuvent apporter de nouveau ou de plus? Après, ça peut être de manière informelle, comme là, l'élève qui se lève, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas pour elle, voilà. Mais après, on peut prendre des temps aussi avec les enfants pour en discuter. Et paradoxalement, souvent les CP, c'est pas toutes les promos, mais ont besoin de repasser à du traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'année où on repart en traditionnel, soit parce qu'ils le demandent, soit parce qu'ils ne gèrent plus les règles de classe. Et en fait, généralement, le premier soir, ils nous disent oh, oui, la grande école, et on a une place, c'est bien. Puis, au bout de 3 jours, ils disent d'accord, on revient. On revient au centre, on revient aux ateliers. Et ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'y suis passée les 2 années. L'année dernière aussi. Hein, pas longtemps, mais... Ça a duré quelques jours. C'est un vrai retour de les écouter, de les écouter ou de s'écouter au moment où on se dit mais non, ils sont plus dans le travail, ils sont plus dans...
ils nous disent ah, moi je voulais de la grande école, comme Ouais, tu c'est disais ça. tout à l'heure. On va leur montrer. Et puis écoutez leur demande. Ah non, finalement, maîtresse, on aimait mieux les ateliers parce Voilà. que ça nous permettait ceci, cela. Il y a aussi les enfants qu'on peut garder sur 2 ans. Voilà, moi sur la classe double qu'on voit évoluer aussi. On sait d'où ils viennent, comment ils évoluent. Alors, j'ai une question qui est posée par Marie dans le chat et qui est une question, à mon avis, importante, que je me pose aussi parce que j'ai des enfants qui ont été en Montessori pendant quelques années et qui vont entrer au CP l'année prochaine. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient une maîtresse flexible, j'en sais rien. Mais du coup, je commence à baliser un peu. Et la question de Marie, donc vous vous y attendez après ce long préambule, c'est comment les élèves vivent-ils le retour en classe classique les années suivantes? C'est la question qu'ont posé les parents dès la première réunion de rentrée où on est Ouais. passé en flexible. Ouais. C'est oui, mais l'année prochaine, quand il C'est ira ça. en CE1, ça va donner quoi si pour les parents, c'était un peu freestyle, quoi. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, quoi. Et ben en fait, non, on a le retour Vous maintenant avez des du recul collègues. là-dessus? s'adaptent. Vous Oui, commencez- ça fait quand même Ça fait on a combien de 3 temps, années, pardon? 3 La ans. grande crise que vous nous racontez, C'était il y a c'était 3 il y a ans. 3 ans. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, on présente aux parents le fonctionnement déjà. Et puis après, ce que je leur dis, c'est que on leur demandait bien de le faire en passant de la grande section au CP. Ouais. Là, en fait, on fait juste reculer l'échéance. Donc, on va demander à des enfants qui seront plus grands de s'asseoir faire la en même classe et de faire ce qu'on leur demandait de faire quand ils étaient Puis, petits. de toute façon, les enfants d'une année à l'autre s'adaptent. C'est juste que là, l'écart est un peu plus important. Parce que Mais, un truc que j'ai l'impression d'entendre, vous allez me dire, mais c'est que finalement, la classe flexible, c'est quelque chose qui est un petit peu dans les mœurs en école maternelle. Et que en tout cas, vous avez parlé plusieurs fois de l'école des grands, ou je sais plus comment vous dites. Pour eux, c'est ça. Euh, On est à la c'est- grande école. La grande école, c'est bam, tout le monde en randonnion, un tableau, on regarde, Voilà, machin. c'est ça. Alors que c'est vrai que une classe d'école maternelle, c'est souvent, j'ai l'impression, plus flexible que ce qu'on Oui. peut voir c'est pas après. le même. C'est pour ça que je disais aux filles au début, moi, les CP, je les vois pas en fait. Faire ce temps d'autonomie, ce travail, cette prise en main. Je leur ai dit, ils sont trop petits, je dis, je vais tenter, mais je vais revenir en arrière, je les voyais pas. Et en fait, j'étais moi-même la première surprise de voir comment ils s'en sortaient bien. Parce qu'en discutant avec les maîtresses de maternelle, après, on se rend compte qu'en fait, en maternelle, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas mis les pieds, nous, à ce moment-là, en fait. Mais du moins, en dehors des liaisons grande section CP. Mais ils ont l'habitude de tourner sur des ateliers, d'avoir des temps de regroupement, où ils bougent, où ils circulent, et où ils vont chercher leurs trousses pour faire leur travail. Donc, ils ont déjà une autonomie. Et que quand ils arrivent au CP en ordinaire, ils perdent un peu parce qu'ils sont assis, voilà. Et donc, en fait, j'étais surprise de voir que les élèves étaient capables de se gérer sur un temps donné d'autonomie. Et donc, je me suis dit, en fait, ils étaient en sous-régime jusque-là. C'est-à-dire, ils étaient capables de faire des choses. Et j'ai eu l'impression, en fait, que jusque-là, avant, je leur supprimais toutes leurs capacités. Et maintenant, ça va mieux. Donc ça Je marche le vis mieux. Oui. avec même avec les élèves de CP. Oui. Et j'ai un auditeur, Fabrice, bonsoir Fabrice, Ça favorise. qui a des élèves de CM1, CM2 et qui dit j'ai pratiqué la classe flexible cette année avec mes élèves de CM1, CM2. Et ce qui est dur, c'est d'expliquer aux parents inquiets que les élèves vont quand même réussir à travailler au collège. Oui. Ben, C'est aussi l'inquiétude. on continue. Il n'y a à pas les parmi préparer, vous Cycle 3. de profs de CM, cycle non. 3, Nous, pas dans l'école. mais est-ce que dans votre école, où il y a des gens qui ont fait cette expérience plus tard, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez dans entendu notre parler école, de... Pas dans votre Pas école. dans notre école. Ok. Donc, voilà, Bon. sur Après, les c'est là où on réseaux dit que, sociaux. par exemple, par rapport à Montessori, on adapte aux attentes institutionnelles, c'est que on va insérer du travail écrit beaucoup plus parce qu'on sait que ça leur sera demandé en sortie de classe. Et en fait, on prépare malgré tout nos élèves, on ne les met pas dans une position où ils seraient totalement inadaptés. Mais comme tu disais, cette transition, ils la font de 5 à 6 ans à 7 ans, et là, on la recule. Donc, s'ils sont capables à 6 ans, ils sont capables à 12 ans en arrivant au collège. Et puis du coup, l'intérêt de la classe flexible, c'est de pouvoir bouger aussi, Oui. de créer du mouvement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au collège, enfin pour ma part, si c'est toujours pareil au collège, ils vont changer de classe toutes les heures.
Donc les enfants vont Ils pouvoir voient ce bouger d'un prof à un autre. Ils vont devoir s'adapter même d'une heure à l'autre à un autre enseignant. Donc il y a quand même de l'adaptation qu'on leur demandera au collège et qui est déjà, du coup, nous on ne peut pas les faire changer de salle, donc on leur fait changer de place. Oui. Donc il y a quand même un mouvement. Au collège, il y aura du mouvement aussi. Et puis, il y aura une prise en main des apprentissages qui leur sera demandée. C'est-à-dire que nous, on leur demande d'être autonomes dans leurs apprentissages, d'être responsables de ça. Et c'est ce qu'on leur demande au collège, en fait. On leur demande de prendre des notes, faire ses devoirs un peu plus seuls. On peut miser aussi peut-être qu'ils auront un temps d'adaptation sur les assises, 1 heure assise, pas bouger. Et encore, il y a des collègues qui vont du collège qui vont du Maintenant, oui, il y a flexible. beaucoup de collèges qui... Tout ça, doucement. ça suit en Oui, fait. c'est ça. J'ai l'impression, moi, que l'innovation pédagogique, pardon, mini parenthèse, mais j'ai l'impression que la maternelle... C'est une inspiration Non, énorme. maternelle spécialisée, est ça en part train de là et après ça remonte. de tracter le primaire, et le primaire va tracter le collège, et finalement le lycée Voilà. va finir par tomber. Il y a déjà C'est des pas- lycées qui appuient aussi. Oui, hein, ça- qui Et le essayent à supérieur, plein de un jour choses. peut-être. Oui. Mais ok. Beaucoup de questions hein, là-dessus. Je vous le dis parce que c'est peut-être pas un scoop pour vous, mais clairement, il y a beaucoup de Ça questions interroge. autour de mais la suite, les parents inquiets pour la suite, le collège. Certains parents m'ont posé. Alors, un peu différent, Laura a dit certains parents m'ont posé des questions sur la posture des élèves. Soi-disant, les élèves se tiennent mal et ils ont peur qu'ils soient avachis sur leur plateau ou autre. Que peut-on leur répondre? Travailler la posture? J'ai vu des élèves assis, normalement. Enfin, Ouais, bien sûr, une les chaise élèves, devant. C'est vrai que Ouais. la chaise, c'est pas forcément non plus l'assise la plus adaptée, la meilleure pour les élèves. Comme tu disais, Inclinés, quand on les oui. voit avachis, quand on les voit se tortiller les jambes dans tous les sens, c'est pas forcément la position la plus adéquate. Et comme disait Aurélia tout à l'heure, on leur apprend aussi à utiliser les assises, à se positionner correctement, à écouter leur corps, à se dire bah, je suis sur le tabouret là, mais à un moment donné, j'ai mal au dos, je me sens pas bien, je vais bouger, je vais me mettre autrement. C'est vraiment ça. Tu as pris la tâche d'un ergo. Oui, voilà, Oui. les ergots, ostéos, on s'est renseigné auprès de spécialistes du corps pour être sûr que voilà, ce qu'on demandait, c'était bon. Et donc, ils nous ont donné des recommandations sur comment utiliser telle assise ou telle assise. Et donc, ça, on le transmet aux élèves, on leur explique, on leur fait vivre pour qu'ils se rendent compte. Et donc, c'est beaucoup d'explicitation, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Quoi. Alors, merci. Donc, s'asseoir sur un ballon, ça s'apprend. Voilà. Sur un Z Tool. tool, ça s'apprend aussi. C'est ce que je déduis de votre réponse. Merci, mesdemoiselles. J'ai encore plein de questions. Je pense qu'on est là jusqu'à minuit au moins. D'abord, il y a des gens qui disent que je bois tout seul cette C'est bouteille de vrai. champagne. Donc Non, mais- n'hésitez non, pas. mais mal traité. Non, voilà. Elles savent qu'elles en auront après. Après parce ça. que, voilà. Non, plus sérieusement, beaucoup de questions sur comment réagissent les parents. Bien. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé, on leur a pas dit. Vu que c'était en milieu d'année, C'était- ouais, voilà. on a On a testé On a des testé choses. trucs. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, on a eu des retours de parents en disant oui, bah mon enfant est très autonome à la maison. Enfin, j'ai senti des changements. Puis là, on a glissé voilà, on travaille un petit peu différemment. Et puis l'intérêt, c'est qu'après, on a des parents qui ont été porte-parole en fait les années suivantes et qui pendant les réunions, par exemple, moi j'avais donc du coup l'année d'après des CE1, CE2. Donc l'année-là, les parents des CE2, donc les anciens CE1, ont dit oh, C'est bien, super. ouais, c'est pas génial. mal. Donc il y a eu ça aussi. Et aussi, j'ai pu dire, bah, vous vous souvenez, votre enfant, il était chez la maîtresse de CP. Ah bah là, c'est pareil. Ouais. Ah bah ça va alors. Ah, c'est là que c'est un énorme Ah win bah, d'être là, le travail d'équipe plusieurs, a été et, intéressant. ah bah ouais. Et là, Voilà, c'était... là, on a une collègue notre collègue qui s'en va du CP, enfin qui monte, qui change de niveau de classe elle aussi. Et il y a une maman qui lui a dit ah mais est-ce que la maîtresse qui arrive en CP fera aussi du flexible? Mais dit, ben, je ne sais pas. Je dis, ah, c'est bon, alors je suis tombée la bonne année, mon fils est tombé la bonne année, il a fait un CP flexible. Après, il y a des parents qui sont aussi demandeurs de traditionnel, ça arrive, mais malgré tout, on peut pas dire qu'on ait des bâtons dans les roues, on a Non, des parents non. bienveillants qui nous font confiance. La question, D'accord. c'était surtout comment ils vont se comporter quand ils passent après à une classe ordinaire. Ouais. Et après, dès la première réunion de rentrée, moi j'ai des parents qui sont venus me voir à la fin de la réunion en me disant vous pouvez même pas savoir comment je suis soulagée de voir que vous avez travaillé comme ça. J'étais assez surprise, je me suis dit parce que c'est Oui. quand même très différent et tout. Ils ont dit parce que on a été convoqués pendant toute la maternelle parce qu'ils n'arrêtaient pas de bouger.
parce qu'il n'écoutait pas. Ouais. Et en fait, là, si vous lui donnez le droit de bouger, je me dis que ça se passera Donc mieux. les ça. parents sont Et plutôt effectivement, réceptifs quand même. Ouais, Parce que effectivement, ça c'est une Bah, quand tu Saint-Trib, leur expliques. je sais pas, je pensais pas à son vrai nom, mais Saint-Trib dit, et je sais pas si ça vient des parents, mais j'ai eu droit au dernier conseil à la classe freestyle où les élèves peuvent dormir. D'accord. Mais j'ai dû beaucoup expliciter aux Ouais. parents, Ah, faut leur expliquer aussi. montrer la classe. Voilà. Ah oui, Donc il y a oui, un la effort réunion. à faire de pédagogie Ah bah Ouais. au début. vis-à-vis des parents Oui. aussi. Bah, moi, c'est vrai que, par contre, cette année, même l'année dernière, les parents avaient plus peur du cours double que de la classe flexible. Ils avaient peur que je finisse pas le programme parce que j'allais me séparer en deux. C'était plus leur crainte. Être dans l'école depuis un moment, ça nous a servi aussi. Oui, Bien sûr. Vous avez Ouais. confiance. c'est ça. Est-ce que, question de Leslie, diminuer le travail écrit et mettre plus de manipulation ne défavorise-t-il pas la fluidité et l'apprentissage de l'écriture de l'enfant? Je peux Oui. on rentabilise le temps. Alors, il y a énormément de temps mort. En tout cas, moi, dans ma pratique traditionnelle, j'avais énormément de temps mort. On attend les autres, on fait le silence, on fait la... Alors, mes séances d'enseignement pur, transmissif, sont plus courtes. Ils font la même quantité d'écrits. C'est-à-dire que je leur demande la même chose. Et en fait, comme il n'y a plus de temps mort où j'attends les copains, où je sors mon fichier d'autonomie ou mon livre, ce temps-là est réinvesti dans la manipulation. Je sais pas pour toi en centre, je veux pas m'avancer, Si. enfin pour vous en centre, mais je pense Si, qu'on si. est sur la même chose. Si, parce que forcément, les enfants qui vont être plus efficaces, bah, ils vont faire le travail écrit, ils vont tout faire, et ils vont faire plus de manipulation. Après, on va leur proposer des activités supplémentaires. Moi, par exemple, les élèves qui sont efficaces dans leur plan de travail, qui ont fini avant, je leur propose sur le plan de travail des activités, par exemple, pour travailler la mémoire, pour faire des choses, la programmation informatique. Mais le travail écrit, en tout cas, est fait. Et on fait des séances d'écriture, de production d'écrits, de copies, enfin, tout ça est fait aussi en classe, comme une classe ordinaire. Après, la manipulation, c'est pas du travail. C'est pas du travail, ouais, c'est ça. Ah, non, non, c'est ça le truc aussi. Et moi, je vois ils vont y venir souvent, à l'écriture. moi cette année en tout cas, j'ai souvent des élèves qui vont passer à la phase d'écrit, donc qui vont faire leur exercice de conjugaison et qui me disent maîtresse, là l'exercice je sens pas trop, je peux refaire un peu de manipulation, puis après je reviens à l'écrit. Voilà, ça eux aussi ils jugent quand ils sont capables de faire l'écrit ou quand c'est encore un peu ric-rac et ils ont besoin de manipuler. La manipulation, c'est vraiment, comme tu disais, c'est important et c'est un vraiment complémentaire. fondamental. Donc et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'écrit Non, en classe flexible. Il y a une place aussi pour l'écriture. Bah moi, sur mon plan de travail, je compte 2 exercices par jour dans le cahier du jour. Donc, ils passent 2 fois. Après, ça peut être 5 le vendredi parce qu'on est à bout et qu'on rattrape tout. Mais je veux dire, concrètement, sur la semaine, ils ont de programmer. Et je leur dis en début d'année, vous allez faire comme vous voulez. Mais si vous voulez être vraiment hyper dans le timing, vous me faites 2 exercices par jour. Et là, vous êtes sûr que vendredi, vous êtes dans les clous. En comptant même parfois vendredi du temps pour reprendre le travail qui a été échoué dans le cahier du jour. Ils peuvent avoir un retour sur la correction et réessayer. Alors, autre question un peu dans le même genre, et puis je vous le dis, si vous en avez encore des questions, c'est le moment, parce qu'on va pas tarder à rendre l'antenne. On a des amis qui nous attendent dehors, et du champagne que je bois tout seul pour l'instant à partager, et surtout il se fait tard. Mais autre question un peu dans le même goût, donc allez-y, ça veut dire que je vais encore en prendre une ou deux des questions, donc n'hésitez pas si vous avez des dernières questions à poser à mes invités. Mais une question de Pauline, utilisez-vous encore des classeurs pour mettre le travail sur feuille? Ont-ils des devoirs ou des évaluations? Oula, On peut faire un livre sur l'évaluation. Faire un livre, ouais. Ah bah, ça sera pour l'année prochaine alors. Bah, déjà, classeur, je crois qu'on... Non. Alors, c'est juste une Moi, horreur, j'ai le plus de classeur classeur. arrangé en fin de Ouais, non, période. En tout cas, chez le cycle 2. On a, Peut-être enfin, chez les en cycles cycle 3, 2, on a ça, c'est des choix abandonné différents. le classeur. Après, moi, par exemple, quand il y a du travail sur fiche, parce qu'il y en a un centre d'autonomie, hein, parfois, je peux leur proposer des petites activités. Moi, ils ont un cahier pour les centres d'autonomie où ils peuvent coller le travail écrit, par exemple. Après, je crois aussi, tu as un cahier de centre Oui, j'ai un aussi. cahier où ils peuvent coller les activités. Mais, Mais après, l'évaluation se fait en fait en continu, quoi. c'est pas la grosse voit, évaluation avec... Sortez voilà. vos crayons, Quels Quelques sont vos exercices. quelles sont vos obligations en termes d'évaluation? Parce que vous avez l'obligation d'évaluer vos Oui. élèves?
On Oui, a oui. l'obligation de remplir le LSU, en tout cas. On a Le l'obligation d'évaluer LSU, les élèves. livret Voilà. scolaire unique. Oui, on a ça, on a des évaluations. On est obligé de rendre compte de positionner nos élèves par rapport aux attendus de D'accord. fin de cycle, comme tout enseignant. Et Voilà. ça, ça veut pas forcément dire, pardon, hein, mais il y a peut-être ça veut pas forcément dire mettre des notes sur 20. Non. Ah non. Ah non, non. Vous notez pas vos Ouais. élèves. On a liberté d'outils. On a une obligation de résultat et une finalité commune, mais les choix des outils sont libres, C'est un ça. peu comme en pédagogie, en fait. On a des Mhm. objectifs. Ça peut être de l'observation. Beaucoup, ouais. Ça peut être, alors pour tout ce qui est manipulation, prendre en photo. Ça peut être voilà, un retour ou Oui. le dictaphone, Le pour dictaphone, entendre. Pardon, mais prendre en photo le dictaphone pour C'est-à-dire quand entendre. ils font des manipulations, Mhm. ils doivent, une fois qu'ils ont terminé leur manipulation, bah, il faut l'enlever pour que les copains après ils puissent avoir le matériel pour la refaire. Mais on... Donc pour que nous on ait une trace, Voilà. Hmm. ils prennent leur étiquette prénom, ils la mettent près de leur manipulation, ils prennent en photo. C'est Ce eux nous qui font la photo. Oui. En début d'année, on leur Avec apprend quoi tout ça. Bah, l'appareil photo, De le qui vieil Comme appareil ça, à Noël. moi, où la batterie tient avec du scotch. Un appareil photo numérique. Oui, voilà, ou même avec une tablette, on peut prendre des Hmm. photos. Enfin, il y a plein D'accord. d'outils qui permettent de prendre des photos. Pour la lecture à haute voix ou des choses comme ça, on peut utiliser un dictaphone. Les Mhm. enfants s'enregistrent et on peut C'est écouter facile en à différé. valider Donc, c'est des après. manières. Voilà. Et ça, de c'est valider, une hein. trace de la production l'élève. de l'enfant. Mais vous l'évaluez? Est-ce que vous produisez vous-même un commentaire? Ou bien est-ce que vous cochez des cases, du genre en cours d'acquisition par rapport à des Livret de compétences? Enfin, je sais pas, mais... Alors, c'est vrai que dans les centres, par exemple, moi j'ai une grille où j'ai tous les prénoms de mes élèves, les centres que je leur propose. Donc, par exemple, imaginons lecture à voix haute. Donc, je vais les écouter et après j'ai un code couleur avec eux. Par Mhm. exemple, moi pour pouvoir avancer, après on n'a pas tous le même fonctionnement, mais quand je mets un point vert, ça veut dire que c'est bon, que ça a été, la compétence est validée. Le jaune, c'est pour estimer que ça n'a pas été totalement fait, donc il y a peut-être besoin de le revoir. Et le orange, c'est que là c'est plus compliqué et qu'il y a vraiment une grosse difficulté ou peut-être une non-compréhension de la consigne. Des fois c'est simplement ils n'ont pas compris ce que je voulais et on revoit ensemble. On utilise toutes sous des formes Voilà. différentes, un livret de progrès qui est co-géré avec les élèves. Moi, par exemple, j'ai un cahier d'évaluation. En fait, au niveau des centres, ils ont le droit de céder chez moi. C'est-à-dire même pour le passage à l'écrit, à partir du moment où ils me signifient qu'ils ont été aidés, donc où on va poser la mention avec aide et qui a aidé. Et le temps d'évaluation me sert à faire un point, en tout cas chez moi, sur qu'est-ce que je sais faire tout seul. Mais on est sur une explicitation du processus d'apprentissage. Donc, quelles compétences on travaille, on l'intègre au cahier de progrès, ou on colorie, ou on colle des étiquettes, et à quel moment on la maîtrise. Et c'est après, de manière différente, on valide, que ce soit voilà, par les centres, ou moi je vais les prendre dans des temps individuels, où Oui, je c'est leur ça. dis, explique-moi, viens, on refait un exercice, est-ce que tu penses que tu l'as réussi, est-ce que tu penses que tu l'as pas réussi, tiens, si tu l'as pas réussi, c'est tel atelier qu'il faut aller rechercher, se réentraîner et on recommencera Mais ça qui est dans un important. mois, 2 mois. C'est 3 pas comme on a peut-être l'habitude d'avoir avant, c'était l'évaluation un petit peu voilà, sommative, c'était on fait l'éval et on voit si tu as réussi ou mois. pas. Tous Tu en sais, tu même sais temps, pas. de la même façon. En plus, là vraiment l'idée c'est de leur proposer des activités, alors soit écrit, soit manipulation pour valider une compétence, mais l'idée c'est vraiment, t'as pas validé ta compétence, c'est pas grave, tu vas refaire de la manipulation, on va retravailler ensemble et peut-être que dans une semaine, un mois, 2 mois, à la fin de l'année, cette compétence tu vas la valider. C'est progressif en C'est fonction le de sens chaque du cahier enfant. de progrès. D'où le cahier de progrès, Ouais, c'est voilà. On remplit au fur et à mesure de l'enfant. Et moi, c'est ce côté. Ah, alors, ça va être la dernière question, parce qu'il est tard et on continuerait d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui dit on vous écouterait, c'est Manon qui dit merci pour toutes ces précisions, je vous écouterai pendant des On heures. parlerait. Et vous parleriez pendant des heures. Mais C'est ça le problème. je voudrais finir par une question de Leslie qui, je ne sais pas si elle est élève d'Objectif CRPE ou pas, mais en tout cas, elle est représentative des jeunes auditeurs qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas débutants. Et il y a une question de Leslie qui dit, lorsqu'on est jeune professeur des écoles,
Avoir le parti pris d'une classe flexible peut-il nous mettre en péril par rapport aux inspections? La manipulation est mise en avant en formation MEF, mais est-on toujours face à la peur de prendre cette liberté pédagogique face à une classe dite ordinaire? Et pardon, mais j'enfonce le clou parce que je pense à tous nos élèves du groupe Jasmin qui viennent juste d'être, pour certains, admis au CRPE et qui vont prendre fonction l'année prochaine en tant que professeurs des écoles stagiaires. Est-ce que, d'après votre expérience, c'est possible de faire ça quand on est débutant, quand on est stagiaire, quand on est tout juste titulaire, et quand on a un stress de titularisation en particulier, parce que c'est le cas pour un professeur des écoles stagiaires. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai risque ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut y aller et qu'on peut prendre ce risque? On a eu des cas de retour pour qui ça s'est bien passé, mais c'est vrai que nous, on recommande d'attendre déjà d'avoir de l'expérience en tant qu'enseignant. Connaître le métier, qui est différent de la théorie qu'on nous a appris aussi, de connaître ses élèves, de peut-être même se sentir bien dans un niveau, histoire d'avoir tout le côté gestion, voilà, des programmes, des programmations, de tout ce qu'on nous demande en tant que jeune enseignant. Et encore, ça se trouve dans les livres, la maîtrise de la classe. Oui, voilà. La maîtrise de la classe, pour pouvoir travailler sereinement en classe flexible, il faudrait, ça dépend des jours, on utilise le temps adapté en fonction des jours, mais il faut vraiment maîtriser la classe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à amener nos élèves à avoir le comportement qu'on souhaite qu'ils aient. C'est-à-dire être dans le travail, et c'est bête, mais pour un CP, il faut 1 mois et demi avant d'arriver devant un atelier lequel je prends. Il y en a plein. Je ne sais pas quoi choisir. Enfin, prendre un atelier, le faire jusqu'au bout, c'est un apprentissage d'une période. Et maîtriser sa classe, les amener à se mettre dans le travail, à aller au bout du travail, à se taire, à se respecter, c'est déjà mon programme en soi. Et derrière, il y a tout l'aspect apprentissage qui arrive. Donc, pour les jeunes collègues, c'est possible s'ils se sentent de maîtriser tout ça. Mais moi, je serais assez d'accord avec toi. On a vu le travail que ça nous a demandé, alors qu'on avait de l'expérience, qu'on avait déjà plusieurs années d'ancienneté. Et on se dit, ce travail-là, par-dessus le stress des visites, la titularisation, les fiches de prêt, toute l'organisation qui est nouvelle du coup quand on démarre dans le métier, c'est un stress en plus. Pas risquer de se noyer sous les... Voilà. Prendre certaines petits pratiques, prendre certaines C'est peut-être pas complètement binaire, je suis flexible ou je ne le suis pas. Même nous, on n'a pas été flexible du jour au lendemain, ça a été progressif sur des mois. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est dans quoi l'enseignant se sent bien et à l'aise. Le but, c'est que les élèves apprennent à la fin. C'est qu'ils sachent faire des choses et qu'ils aient appris des choses. Donc, si on met tout dans le flexible et qu'on n'a plus d'énergie pour le reste ou que c'est compliqué, on n'y trouve pas d'intérêt. Il ne faut pas que l'enseignant soit épuisé, parce que sinon les élèves ils vont vite le ressentir et puis ils vont jouer. Donc voilà. Vous êtes mieux dans votre job d'enseignant depuis que... oui. Enfin, moi je ne voudrais pas en arrière. Ah non, pas possible. Impossible. On respire. C'est le premier effet qu'on a eu. C'est-à-dire que nos classes, on se sentait oppressés. Parce qu'il y avait plein de meubles, parce que voilà, on est arrivé dans des classes qui étaient ce qu'elles étaient. Après, on a désencombré, on a fait comme on a vu. Mais c'est vrai qu'un des premiers effets, c'est... En fait, on respire dans la classe. C'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience la première année, quand on a mis ça en place et qu'on sentait mieux, il y en avait tout, désengorgé et tout ça. Je travaillais aussi avec une collègue où on faisait un échange de services. Donc en fait, moi, je venais dans sa classe faire anglais. Et elle avait des CM2, je crois. Et elle fonctionnait de manière, alors pas en randonnion totale, mais elle avait une table pour chaque enfant, etc. Et à chaque fois que j'allais dans sa classe, c'était il y avait des enfants partout. Enfin, c'était vraiment presque l'angoisse d'avoir des élèves partout et de ne pas retrouver le même fonctionnement. C'est vrai que ça... Je me sentais pas aussi bien que j'étais dans ma classe. Et il y a aussi, on parle à tous les enfants. Enfin, c'est bête, mais il y a des enfants à qui, ma première année de CE1, je suis pas sûre que le temps de parole accordé, le temps, et notamment aux bons élèves, le temps d'échange accordé, il était hyper faible. Là, à l'heure actuelle, je vais faire des groupes parfois de 3 élèves parce qu'ils en ont besoin, ou de 8 élèves, ou de 10. Je passe pas au-dessus des 11-12 élèves. Donc j'ai du temps. En lecture, on a du temps pour entendre chaque enfant lire. En grammaire, on a du temps pour interroger chaque enfant. Quand ils sont bons, ils sont un peu plus nombreux, mais la séance va plus vite. Malgré tout, j'ai du temps.
C'est pour ça aussi que l'évaluation prend des formes différentes, parce qu'on passe moins de pas moins de temps, mais le temps qu'on passe est Différent. de plus grande qualité avec les enfants. Et on a plus d'échanges avec les enfants. Et je pense que Puis même la notamment relation, les bons élèves, les très bons élèves, ou les élèves très discrets, c'est des élèves qui, dans le petit groupe, ont une classe, une existence plus importante aux yeux de l'enseignant. Super, merci beaucoup, c'était passionnant, merci. ça fait envie, enfin en tout cas je trouve que vous parlez de votre pratique avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir, et on sent que voilà, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de mettre en place a vraiment changé les choses, et merci de votre témoignage. Merci Le à vous. bouquin s'appelle Enseigner en classe flexible. C'est aux éditions Retz. C'est vachement bien. Bravo pour ça. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir répondu aux questions de Leslie. Il y a plein de cœurs. Ah, on a raté une blague, mais il y avait plein de petits cœurs et de petits likes qui volaient. Je pense que voilà, ça a dû être très instructif aussi pour nos On auditeurs. espère. Donc merci et à bientôt. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Quelqu'un veut dire un mot de la fin? Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ah, c'est bien ça, c'est bon. Ça me plaît bien. Au revoir, chers amis, à bientôt. Il y a 3 livres à gagner, vous pouvez participer au jeu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous reviendrez? Oui, d'accord. Ah. On nous invite, oui. Vous êtes réinvités quand vous voulez. Enfin, plus grand Au canapé, revoir. on est 5.